Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un chapitre totalement what the fuck avec une prime complètement de malade, un chien hyper badass et un chat qui l'a fait à l'envers à un mammouth, rien que ça. Bref, plein de trucs à dire et c'est ce qu'on va voir justement dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 809. Alors bien sûr, l'information primordiale de ce chapitre est la prime de 1 milliard. On a enfin atteint les 1 milliard au niveau des primes. C'est quelque chose de malade. Et je pense que pour pouvoir expliquer ça correctement, on va carrément lui dédier la vidéo théorie qui sera en même temps une vidéo dossier sur les primes. Mais vous inquiétez pas, il y a quand même pas mal de choses à dire sur Jack. Déjà, ça serait au niveau de sa force. Parce que les deux interactions qu'il a eues avec les deux mecs puissants de l'île de Zo, ça a été Inu Arashi qui a arrêté sa trompe, une image totalement badass. C'était, comme je vous l'ai dit, totalement Dragon Ballesque. Et c'était vraiment cool parce que moi j'ai même eu la mâchoire qui s'est décrochée pendant la réaction live. Et en plus, comme je l'ai dit en intro, il s'est fait totalement violer. Il s'est fait mettre en PLS par notre ami Neko Mamouchi. Voilà, c'est ça, et ça peut quand même laisser on peut quand même se poser des questions sur sa force. Déjà, on va remarquer qu'il est en full Zoan, et on sait que pour un Zoan, la position où il est entièrement en bête n'est pas sa position la plus forte. On l'a vu par exemple avec Lushi, où il est super rapide quand il est en guépard, enfin guépard ou léopard, et qui va attaquer justement Luffy, mais par contre, il manque énormément de force. C'est exactement pareil pour Drac, Diaz Drac, qui une fois qu'il est en tyrannosaure peut avoir énormément de force. Par contre, il s'est totalement fait mettre en PLS par Kizaru. Et là, justement, on voit Jack qui arrive en mammouth. C'est sûrement pour impressionner les gens, pour taper au niveau psychologique, et pareil avec sa trompe, on voit qu'il a une force brute qui est vraiment énorme. Et là je vais faire un petit parallèle avec justement Luffy quand il avait attaqué Doflamingo au niveau de Dressrosa, où quand il utilisait le Gear 3 il avait énormément de force mais pas beaucoup de vitesse, donc ses attaques ils étaient facilement parables, alors que quand il était en Gear 2 il avait des attaques vraiment punchy avec beaucoup de vitesse, mais malheureusement il lui manquait énormément de force. Et c'est justement ce qui s'est passé avec Jack. On va pas se mentir, Jack, il est arrivé sur l'île de Zo en pensant que les Minx étaient tous des bisounours, des calinours. Si vous êtes au Québec, amis québécois, si vous me regardez, je vous fais un petit bonjour. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a complètement sous-estimé les Minx. Il ne pensait pas qu'il y avait une telle, que c'était un peuple guerrier, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur eux au niveau de l'univers de One Piece. Et c'est pour ça qu'il a été aussi décontracté, parce que là, franchement, il est décontracté, il pense vraiment que c'est des bisounours. Et on peut aussi remarquer que son équipage n'a pas l'air d'être énormément puissant. On voit comment Shiphead s'est fait mettre au tapis par Senji qui a quand même une très grosse force, on ne va pas le sous-estimer, mais vraiment pour quelqu'un qui doit être sous les ordres, qui est peut-être le second ou directement sous les ordres de Jack, on aurait pu penser quand même quelqu'un qui aurait plus de puissance, et c'est ça qui est vraiment important. En plus, après on a un autre nivellement de puissance par rapport justement à Inu Arashi, où on le voit combattre pendant une journée. C'est-à-dire que Jack, je pense qu'il est arrivé peut-être aux alentours de 11h du matin ou alors midi. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je dis ça comme ça. Et on voit que le combat s'arrête à 18h. Donc ils ont peut-être combattu pendant 5 heures. On voit en plus qu'il y a une sorte de marée d'eau. Donc on voit que le combat a pris du temps. Et on ne voit pas que Inu Arashi a eu le dessus sur Jack, où il l'a mis comme Neko Mamouchi. Lui, il est directement arrivé et il l'a foutu directement au sol. Ça d'ailleurs, c'est un très très bel effet de narration. J'y reviendrai juste après. Ce qui se passe, c'est que Inu Arashi a, je dirais pas qu'il a un respect pour Jack, mais il a un respect pour tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire qu'il le combat en faisant attention de ne pas faire des dégâts au niveau de toute la structure, parce qu'ils disent que c'est quelque chose d'hyper historique et que ça a énormément de richesse au niveau du patrimoine. Et il faut dire aussi que les autres mousquetaires doivent faire attention à bien évacuer la ville de tous ses habitants pour après pouvoir attaquer. Et c'est là où on voit justement que les Minx de jour n'attaquent pas en pleine puissance, et Inu Arashi doit vraiment mettre en dessous sa puissance. C'est pour ça qu'on a l'impression que justement Jack en mode full Zoan peut faire jeu égal avec Inu Arashi. Et là on est typiquement dans une narration odienne, c'est-à-dire oui, ça c'est pas mal, ça faudrait que
que je le reprenne. Ichiro Oda, en un sens, nous mène toujours en bateau, c'est-à-dire qu'il nous montre quelque chose qui est totalement l'inverse à la fin. Ce qu'on voit, c'est que Jack, il est en mode Zoan, Mammouth, 1 milliard de berry. Pour nous, on a l'impression qu'il a vraiment de la force et qui fait jeu égal avec un mec qui est l'un des plus puissants de l'île de Zo. Et là, juste après, on voit que le chat arrive et qu'en un seul coup, il arrive carrément à le foutre sur le dos. Et là, on se pose vraiment des questions, mais Jack, qui c'est réellement? Est-ce qu'il est aussi fort que ça? Et encore une fois, il aime bien nous mener en bateau en nous montrant qu'il arrive à faire jeu égal avec un mec super fort, alors que juste après, le mec, il est totalement à l'ouest. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. On voit surtout que Neko Mamushi joue sur l'effet de surprise et que Jack, encore une fois, les a sous-estimés. Sauf que après, il va nous présenter une autre forme de son Zoan, c'est-à-dire de son mammouth. Là, on va peut-être voir un mode hybride vraiment badass et pourquoi pas carrément un mode éveillé où on aurait une sorte de mode berserk où Jack serait à moitié conscient et laisserait vraiment toute sa fureur aller. Et on sait bien sûr plus tard que malgré tout ce qu'il va mettre en place, il va faire jeu égal avec les Minx et que ça va s'étendre et qu'il va être obligé justement d'utiliser le gaz poison. Il reste encore un petit truc à dire avec Jack. Vous avez été beaucoup à me poser la question de savoir qu'est-ce que c'est le truc, le mec qui fait ça juste derrière la tête. Il faut savoir qu'au Japon, ils ont une autre façon de compter que la nôtre. Ça, j'ai fait des recherches sur Wikipédia. Et quand on prend la page en japonais, on s'aperçoit qu'il y a un chiffre 10. Donc le mec qui est derrière, c'est simplement le mec qui fait la narration. C'est l'un des membres d'équipage qui est en train d'expliquer que... Jack, faut pas le sous-estimer, que c'est un mec qui a quand même une prime de 1 milliard, et 1 milliard au Japon, ça se dit 10 100 millions, c'est 10 fois 100 millions, donc voilà la petite chose. Et pour finir, on va parler des gifters qui ne sont pas des mecs super badass comme on aurait pu le penser quand on avait eu l'explication de Kaido et son armée des 100 bêtes. En gros, ce sont des smiles qui leur permettent de muter une partie de leur corps. On voit d'ailleurs que peut-être que les tatouages, c'est la mutation des smiles qui est sur leur corps et qui peut bouger pour justement devenir un animal, parce qu'on voit que ça devient carrément une tête de loup, c'est un truc de dingue. Après, on a eu bien sûr une pince de crabe, ils n'ont pas une crabe de pince comme j'avais dit une fois, et il ne faut pas confondre le smile que eux ils ont et le smile que Momonosuke, voilà, c'est ça. Lui, il a le smile que lui, il a, c'est un fruit du démon artificiel qui a été fait par Vegapunk. Et là, en un sens, Ichiro Oda est encore une fois en train de nous montrer, la différence au niveau de savoir qu'a Vegapunk et qu'a César, parce que César, lui, il a créé une matière, un liquide qui s'appelle le SAD, et le SAD permet de transformer des fruits pour qu'ils deviennent des smiles. Mais les smiles ne sont pas des fruits de démons artificiels, ce ne sont que des fruits qui permettent une mutation de la personne, mais ne permettent pas d'avoir toutes les caractéristiques d'un fruit du démon, c'est-à-dire la transformation en full Zoan ou la transformation en hybride. Et après, l'autre grosse information qu'on a eue, c'est bien sûr, on voit enfin Neko Mamushi, et je dirais que ce chat, il envoie son pâté, et je dirais même qu'il envoie son whiskas carrément. Ce mec est complètement malade, et beaucoup ont pensé justement qu'il était tiré du chat d'Alice au Pays des Merveilles, et en un sens, ça peut parfaitement aller, parce que le sourire, on le voit toujours qu'il est un petit peu dans la forêt, dans le crépuscule, il y a aussi la théorie des cartes qu'on a mis en place, donc ça pourrait quand même pas mal coller. Moi, je pense aussi avec Nashira, et encore merci pour l'information, c'est qu'il est peut-être par rapport au folklore japonais, c'est le chat qui est le Bake Neko. Et là, je vais vous faire voir quelques images et on voit quand même que ça représente. Il y a des choses qui m'ont fait tilter quand j'ai fait la recherche. Premièrement, c'est une sorte de fantôme et on sait que les fantômes sont liés par rapport au domaine de la nuit. Et on sait aussi que parfois le Bake Neko revient hanter son maître et parfois carrément le bouffe. Et là, on a vraiment la corrélation par rapport à ce qu'il dit. Si les samouraïs étaient venus sur l'île, ils les auraient tout simplement bouffés. Il serait en train de se dissoudre dans son estomac et je trouve ça quand même assez badass, assez sympa pour le dire. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on voit que tout oppose Neko Mamushi avec Inu Arashi. Premièrement, déjà, c'est des chiens et des chats. Cette opposition est vraiment très très bonne. Après, on voit qu'ils sont aussi liés avec le jour et la nuit. Deuxièmement, au niveau de la personnalité, on voit que Inu Arashi est quelqu'un de très posé, quelqu'un de très réfléchi, qui va utiliser sa force avec mesure et va utiliser sa pleine force que seulement il sera acculé à un coin. Alors que Neko Mamushi, on voit que c'est quelqu'un qui est complètement malade, qui est complètement
complètement con, peut-être, un peu à l'image de Jack, et lui va directement foncer dans le tas et il va donner toute sa puissance d'un seul coup. Et il a aussi une certaine désinvolture, on le voit quand il parle, il a sa pipe, et ça c'est totalement du folklore japonais, et il a aussi sa sorte de ceinture comme Zoro il a, ceinture qui aussi servait aux femmes enceintes pour pouvoir leur tenir leur ventre au chaud, voilà, c'est toujours bon de le savoir. Par contre je me rappelle plus le nom, on me l'a dit mais je me rappelle plus. Et on voit qu'il tient sa main comme ça quand il parle, donc c'est le mec qu'on a absolument rien à foutre, alors que Inuarashi, on voit qu'il est toujours droit, on voit que quand il parle, il a toujours cet aspect chevaleresque justement, et ça reprend aussi une autre opposition qu'il y a entre Nekomamushi et Inuarashi, c'est-à-dire ce qu'il représente. On voit que Inuarashi est lié à tout ce qui est tout ce qui est pas médiéval, mais tout ce qui est mousquetaire et tout ce qui est chevaleresque, donc un petit peu la vieille Europe, alors que Nekomamushi, lui, il va représenter tout ce qui est japonais. Et je me suis longtemps posé la question de savoir, les mecs, comment ils sont habillés, ça me dit quelque chose. Je voyais, mais j'arrivais pas à mettre le lien dessus. Et d'un seul coup, j'ai eu le tilt. Ils sont habillés comme les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on a la veste militaire en haut, on a le pantalon et après on a les bottes. La veste c'est exactement la même avec toutes les poches qu'ils pouvaient avoir. Et là on voit aussi une opposition dans la manière de faire la guerre. C'est-à-dire que les chevaliers style mousquetaires vont toujours faire attention à ce qui les entoure. Ils vont toujours réfléchir à la meilleure façon de gagner la bataille, alors que les samouraïs, enfin pas les samouraïs, mais alors que les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, et ça a été l'un de leurs gros défauts, allaient toujours attaquer à fond, c'est-à-dire qu'ils avaient toujours cette volonté de la force et justement un petit peu la mentalité du samouraï, où justement ils allaient faire des assauts à l'épée, alors que les mecs en face, les Américains, eux ils avaient des Gatling, puis ils tiraient, c'était pas des Gatling, c'était des mitrailleuses lourdes, mais enfin bref, et ils ont perdu énormément d'hommes là-dessus, et on peut peut-être reprendre un petit peu cette mentalité avec Nekomamushi. Et cela est aussi parfaitement mis en détail quand justement Inuarashi ne veut pas combattre pour faire attention à tout l'environnement qu'il y a, parce qu'encore une fois il a dit qu'il y avait un très gros patrimoine, et là on voit Nekomamushi, lui qu'on a absolument rien à battre, il prend l'éléphant, enfin le mammouth, il lui fait une sorte de salto en pétant complètement ce qui est autour. Les autres lui disent attention, vous êtes en train de détruire la ville, et Nekomamushi dit vous inquiétez pas, ça c'est seulement qu'un détail. J'ai vraiment bien aimé cette opposition qu'il y a entre les deux. Et c'est d'autant plus dingue que ces mecs-là étaient potes et ils étaient vraiment amis. Ils sont partis ensemble faire un petit peu le tour du monde de One Piece, peut-être avec d'autres Minks en équipage. Et en plus, ils ont rencontré Shanks. Ça, c'est encore un truc de dingue que Eiichiro Oda aime bien nous lâcher comme ça. Il avait son chapeau, donc ça serait quand même cool de peut-être qu'il l'ait rencontré avec Goldie Roger. On sait que Goldie Roger avait quand même pas mal de pouvoir et il avait cette manière aussi d'entendre toutes les choses et de communiquer facilement. Maintenant, le reste à savoir si sinon il l'a pas vu après que Goldie Roger soit mort, mais Shanks n'était pas encore empereur, donc ça nous laisse une petite chronologie qui est assez limitée. En plus, on n'a aucune info après parce que Eiichiro Oda, encore une fois, aime bien nous teaser et après il nous fait dormir le clef. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces deux mecs-là avaient l'habitude de se taper sur la gueule, un peu comme Drogi et Boggy, je crois qu'ils s'appellent comme ça, les deux géants justement qui se tabassent la gueule sur l'île. Et après il s'est passé quelque chose, et c'est sûr et certain que ce qui s'est passé pour qu'il se fasse la gueule, c'est un truc complètement débile, genre Inuarashi a dû chier ou pisser dans la litière de Nekomamushi, ça c'est un truc comme ça on va en être sûr. Et justement il se déteste à un tel point que maintenant, Inuarashi ne se rappelle même plus le nom de l'autre, il l'appelle le chat ou la chose, et il dit qu'il est complètement con. Donc maintenant, savoir vraiment ce qui s'est passé entre les deux pour qu'ils se détestent autant, mais c'est encore un truc, comme je vous l'ai dit, ça va être encore un truc débile. Bon, voilà, comme d'habitude, je n'ai pas pu réduire tout dans les 15 minutes, il y avait tellement comme chose à dire. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va y avoir une deuxième partie à cette vidéo, mais il y aura en plus un bonus avec un dossier spécial sur les primes.